observer directement sur le terrain. Mais après ce petit questionnement sur le rôle réel de nos églises de quartier, rendons-nous à la maison du fief de Verdun, l'un des plus importants sites archéologiques préhistoriques à avoir été découvert sur l'île de Montréal. Et voyons ce qu'il nous raconte. Tabarnak! 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 C'était mon hommage à Bob Gratton, M. Julien Poulain. Donc, poursuivons. Il est dit que ce vestige isolé est une maison en pierre française, qui a vraisemblablement été construite en 1710 par des religieuses. Formulation qui implique de l'incertitude, cependant. Sa bande riveraine, qui se retrouve à une centaine de mètres juste en face et sur laquelle nous allons marcher jusqu'à l'école Monseigneur Richard, est, selon ses historiens et archéologues experts, essentiellement la même que celle observée au 18e siècle, malgré la forte urbanisation qui est principalement résidentielle dans ce secteur. D'ailleurs, la carte de 1830 qui est présentée ne montre pas de densité de construction importante, comme c'est le cas pour la zone du Vieux-Port, mais plutôt un immense terrain vague avec quelques petits rectangles distribués le long du chemin désignant les King's Stores, mon anglais ne s'améliore pas, ou possiblement les quelques exploitations agricoles autrement mentionnées. Notez cependant que dans cette bande rouge ajoutée sur la carte pour désigner la zone de la maison Saint-Dizier, il n'y a pas de petit rectangle lui étant associé. Maintenant, si on en croit les recherches archéologiques rigoureuses autour et à l'intérieur de la maison, le site témoigne d'une continuité de haltes et de campements depuis plus de 5000 ans. Renforçant l'idée qu'il n'y a jamais rien eu de plus élaboré que des terres en friche ou agricoles permettant ces arrêts temporaires. Sur la base de ces informations touristiques officielles, rien de particulier ne devrait être trouvé sur cette rive, si ce n'est par chance des petits artefacts préhistoriques, peut-être quelques vieux trucs agricoles ou quelques déchets modernes là où il y avait un chemin permettant aux gens du coin d'aller jeter leur vidange sur le bord de l'eau. Mais voici factuellement ce qui est observé. La berge est de façon constante et répétitive, jonchée d'une multitude de pièces et de débris de construction ou d'infrastructures, parfois imposantes et reconnaissables, et elle semble appartenir à la même époque, vu la ressemblance dans les matériaux, les constituants et le style de fabrication. Ils sont enterrés à proximité de l'eau, sous une constante et imposante couche de terre, qui va présenter différentes pentes, parfois très abruptes, et dont l'épaisseur peut être estimée grossièrement à une hauteur moyenne de 5 mètres, du niveau de l'eau à la partie plane la plus élevée de ce large terrain, transformé en parc et piste cyclable qui longe de nos jours le boulevard La Salle, ou la côte de Verdun sur la vieille carte de 1830. Maintenant, juste pour se fixer les idées, imaginez un dépotoir de 5000 mètres de long sur environ 100 mètres de large, qu'il nous faut remplir d'une couche de terre et de débris sur 5 mètres de haut, en prenant un petit camion, disons, de déchargement de 10 mètres cubes. Et faites le calcul du temps nécessaire. Ensuite, amusez-vous à faire cette marche, mais dans l'autre sens, jusqu'au bout du parc René-Lévesque à la Chine, qui se termine d'ailleurs par une ancienne jetée de bateaux en ruine. Vous allez voir que ce dépotoir, il est long en calvaire. Et qu'en est-il jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue ou jusqu'à Pointe-aux-Trembles? Avec le recul, je perçois très différemment mon expérience à parcourir toute cette rive de l'île et à travailler sur son réseau séparatif d'égouts pour le service de l'environnement. Mais le mystère ne s'arrête pas là, car une date minimale de déchargement pour ces débris peut être rapidement établie. En effet, ces derniers sont régulièrement enterrés sous des arbres centenaires et possiblement bicentenaires dans certains cas. Il suffirait de raffiner par carottage l'estimation, car les carottes, c'est excellent pour la vue. Mais bref, ils étaient là bien avant ou en même temps que la construction de notre fameuse église mentionnée au départ, Notre-Dame des Sept Douleurs, il y a plus de 100 ans. Comment est-ce possible? Détruire dans un temps où l'on doit tout construire. Distribuer à cheval et de façon quasi uniforme pour enterrer profondément de lourdes pièces le long d'une rive peu praticable.
Mais surtout, d'où viennent tous ces débris? Qu'est-ce qui, en première estimation au 19e siècle, a été démoli massivement dans un secteur agricole où il n'y avait soi-disant rien? On y trouve des constructions de briques, différents mortiers et pièces de béton armés, du granit taillé, des dalles, de l'asphalte, des tuyaux, des cheminées, des roues de pierre, un amarrage de bateaux, des couvercles de métal fondu, des fils de fer et d'anciens égouts. Nous avons presque l'inventaire d'une ville complète. Et pourquoi cette impression de la présence d'anciennes fonderies ou de fours, lorsque j'ai découvert cette brique jaune écossaise de la marque Castel Kerry? Elle me rappelait les briques à feu jaune que l'on utilisait lors de la rénovation des cuves pour en protéger le fond contre le bain électrolytique d'aluminium. Quelque chose ne s'additionne tout simplement pas. Et la présence du vieil auditorium de Verdun, construit en une année seulement de 1938 à 1939, et ce, malgré une grève des travailleurs, explicite par ailleurs la préexistence du dénivelé du terrain déjà à cette époque. Maintenant, en poursuivant notre chemin après la plage publique, sur ce qui était une ancienne promenade asphaltée en bordure du fleuve, nous croisons cet immense tuyau de sortie des eaux pluviales tout juste avant d'arriver à l'école Monseigneur Richard. Dans ce cas particulier, pourquoi s'est-on donné la peine de le faire avancer si loin dans le fleuve? Un problème de débit? Y a-t-il un lien avec les grands travaux des intercepteurs et l'usine d'épuration colossale bâtie de 1974 à 1984 à Pointe-aux-Trembles? Et qu'en est-il de ce canal qui se retrouve tout juste un petit peu plus loin derrière l'école? Il semble correspondre à cette branche de la rivière Saint-Pierre qui se jette à cet endroit dans le fleuve sur la vieille carte de 1830. De ces deux structures, on en déduit qu'il aura fallu excaver sur plus de 5 mètres d'épaisseur et sur plusieurs centaines de mètres de distance, devant et derrière l'école Monseigneur Richard. Et ce, avant ou après sa construction en 1967, année de l'exposition universelle, mais cette fois montréalaise. Il aura fallu également assécher le fleuve afin de connecter le tuyau et couler les murs de béton. Ce ne sont donc pas de petits travaux légers qui passent inaperçus. Il devrait être facile d'en retrouver les traces. Maintenant, alors que notre périple se termine et que nous croyons être en reste, nous arrivons face à cette polyvalente de la Révolution tranquille, qui ne se présente certainement pas sous un style victorien ou gréco-romain classique et dont j'ignore volontairement les définitions ici. Mais en prêtant un regard plus attentif, non seulement est-elle laide et mal entretenue, mais cet étrange design ou combinaison de pièces et de matériaux en béton, avec des alignements et des configurations peu précises en rapport avec ce qui devait être à l'époque une construction neuve, rend perplexe. Elle donne plutôt l'impression d'une ancienne usine rafistolée en école sur d'immenses pilotis rouillés qui cachent d'anciens murs enfouis. Et le tuyau de métal énigmatique qui sort du gazon à quelques mètres de là, loin de donner l'impression d'être là par hasard, s'harmonise plutôt bien avec ce tableau d'ensemble une fois qu'il est reconnu. D'ailleurs, pourquoi avoir creusé si profond pour un espace qui n'allait de toute façon pas être utilisé, nécessitant cet affreux mur de soutènement dans lequel certaines poutres de béton vont s'y enfoncer de façon bizarre? Pourquoi ne pas avoir compacté le sol et coulé une simple dalle de béton? Parce que le terrain était soi-disant contaminé? Où en était cette science à l'époque? Il me faudrait retourner dans mes notes de cours. Et malgré cela, on a décidé d'y construire une école avec jadis une piscine intérieure? Encore une fois, ce même gros bon sens qui va justifier le fait que cette antenne 5G ait pu être installée tout près de l'école sans autorisation ni démonstration publique de son innocuité sur la santé des enfants. Bref, une simple marche dans le quartier et, sans surprise, nous percevons ces relents d'histoires imprécises dans lesquels nous baignons à tous les niveaux et qui soulèvent toujours le même voile de questions. Par conséquent, si je veux en trouver la formule exacte, il me faudra y consacrer à nouveau temps et ressources, ce qui nous ramène au pourquoi de mon affidavit sur la récupération de ma représentation politique et de mon patrimoine. Car ne l'oubliez pas, tout est lié. Mon histoire à moi, elle se veut simple, transparente, cohérente,
et facilement vérifiable.